Bonjour à tous, mais oui, nous sommes toujours là bien sûr pour un nouveau numéro du débriefing F1 avec les Grands Prix qui se suivent et qui se ressemblent un petit peu d'ailleurs. En ce moment c'est un peu Lewis Hamilton et Mercedes qui gagnent. Jean-Luc, je me tourne vers toi, Oui, tu vas oui, nous dire ça, mais c'est vrai que là on en a enchaîné deux a priori semblables. absolument. Ouais, bonjour à tous. C'est ce qu'on disait à propos du football. Tu sais, c'est un jeu où on tape dans le ballon et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Mais là, à la fin, c'est. Oui. Je te félicite pour ta chemise qui est magnifique. La mienne étant un petit peu plus Un belle petit que peu la plus tienne, un soutenue. peu plus Tu sais qu'on n'a pas la même marque caractère. de lessive. Tu sais bien. Mais là c'est vrai qu'on va dire Ah qu'on oui. est à l'unisson. Bah oui. Mais Voilà. on ne s'est pas appelé. Hein, pourtant. Alors, ce Grand Prix d'Italie à Monza et ce podium fabuleux, mais avant le podium, il y a une course, et je dirais même il y a des essais, il y a des qualifs. Et là aujourd'hui, j'ai envie de commencer par ça. Bon, vous connaissez tous le résultat, Hamilton qui a donc gagné devant Bottas et Vettel sur le podium. Bon, on va y revenir sur la course. Mais là, vraiment, j'ai envie de commencer par le samedi. Ça mérite. Entre le retard, la pluie, des pilotes qui sortent du lot, et puis une 69e pole d'Hamilton. Voilà, il est désormais seul à avoir ce record. Comment as-tu vécu tout ça? Alors écoute, difficilement, parce qu'effectivement, je suis resté à l'antenne pendant 4 heures, 5 Oui. heures, je ne sais même plus, sur AMC pour donner des nouvelles aux auditeurs. Donc on a démarré la séance qualif normalement. Il y avait beaucoup de pluie qui tombait donc depuis le matin, bon ça on le savait. La partie de la ligne droite des stands avait été resurfacée, donc avec un nouveau revêtement qui manifestement évacuait très très mal l'eau. Alonso qui a été stagnait. très critique. Il disait que c'était pas au Absolument. standard de la F1. Mais bon, malgré tout, et puis aussi, le grand public a toujours du mal à comprendre pourquoi la Formule 1 ne roule pas sous la pluie ou dans ces conditions, alors qu'on roule avec toutes les autres voitures. Mais bon, il y a des raisons que vous connaissez parfaitement, la largeur des pneus, a fortiori cette année, le fond plat qui effectivement isole un peu la voiture du sol, enfin, etc. Bon, on lâche néanmoins les voitures, et au bout de 2 minutes 29 exactement, C'est précis. malheureusement, ça tombe sur Romain Grosjean. Il part en aquaplaning à près de 300 ou à 300 au bout de la ligne droite, et il perd la voiture, il tape à gauche, à droite. Heureusement, ça n'est pas grave, on le voit tout de suite, mais bon, il est vexé en plus que ça tombe sur lui. Drapeau rouge qui est inévitable, et là, évidemment, commencent les tractations. Alors, c'est là que c'est toujours un peu pénible à entendre et à vivre, parce qu'effectivement, en gros, tous les quarts d'heure, on nous dit qu'on va nous donner des nouvelles un quart d'heure plus tard. Voilà la réflexion. Alors, à un moment, c'est vrai qu'en plus, la luminosité commence à tomber. Moi, j'ai le sentiment que vers 17 h, bon, c'est râpé, quoi, on va passer à autre chose. Et puis non. Alors, tant mieux, il y a un petit créneau, parce que c'est vrai que la pluie faiblit. C'est vrai que les commissaires, comme toujours, on met quelques machines, mais enfin, c'est un peu dérisoire par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. Il faut être très clair, quand on veut sécher des ovales, on envoie des réacteurs. Bon, là, c'est un peu de la bidouille. Mais bon, on arrive à rendre le circuit à peu près praticable. Et du coup, on reprend la procédure où nous l'avions laissé, c'est-à-dire qu'il reste 13 minutes 31 en Q1. Évidemment, Romain Grosjean ne roule pas, c'est le seul. Et là, il faut passer la Q1, la Q2, la Q3. Alors, je la fais brève parce que je pourrais te résumer. Bon, l'effet important. L'effet important, déjà, c'est que tu le sais bien, et vous le savez tous, quand il y a des conditions comme celle-là, la part du pilote devient prépondérante. Il faut être clair, il y a la voiture, mais il y a quand même l'engagement du pilote, le courage du pilote. Et là, on voit qu'Hamilton, alors qu'on pense que la pole est acquise, même si elle est virtuelle, puisqu'il y a les pénalités, on en parlera plus tard, qui tombent, Verstappen peut-être peut décrocher sa première pole, et bien non, parce que Hamilton sort vraiment les tripes, c'est le cas de le dire, et il arrache une pole, la 69e. Voilà, donc en plus c'est peut-être même symbolique d'avoir battu ce record dans ces conditions, à la force du poignet. Et la preuve qu'il faut y aller, parce que Bottas lui est un peu perdu, malheureusement, et finit très loin donc de ses qualifs, et lui aussi il ne comprend pas, mais encore un week-end où il passe un peu à côté, même si en course il se rattrape, on y reviendra. Et puis alors je mets en exergue les deux gamins, génial, Lance Stroll, pareil, bon il est derrière Verstappen et Ricciardo sur la piste, à qui il faut rendre hommage, bon ils savent qu'ils vont être frappés, mais bon, et puis c'est génial ce que fait Stroll, il fait pas d'erreur, il va très vite, et Ocon aussi, et ça nous fait une grille de départ incroyable. Voilà, oui, ça, il y avait effectivement des promesses d'un début de course assez fabuleux. Alors, les pénalités, tu les as évoquées. Donc, ils ont été 9 pilotes sur 20 au départ à être frappés par des pénalités, avec toujours les mêmes chiffres, même si là, on a connu mieux. Et 65, c'était ça le pire, là? Ou 35? Non, 35. Ouais, là, on est à 145 au total. Enfin, ouais. j'ai arrêté de compter il y a un moment. 145 places de pénalité. Écoute, pour moi, c'est ridicule. Voilà, je le dis, je le redis. Je vais essayer de rester calme parce que c'est quand même un sujet qui m'énerve aussi. Quand on se demande pourquoi la Formule 1 a perdu de son aura, mais pour ça, va justifier ça et surtout va l'expliquer à des gens qui ne sont pas du sérail. Évidemment qu'on peut comprendre, le règlement est comme ça, qu'on frappe pour des raisons de fiabilité mécanique, qu'on frappe les écuries. Mais j'en reviens là, pas les pilotes, nom d'un chien. Le pilote, il n'y est pour rien. C'est pas lui qui a cassé le moteur. Il subit et il subit la double peine. Non seulement il est pénalisé parce qu'il a un problème mécanique, mais en plus, on lui met des pions sur la grille de départ. Alors là aussi, ça me rappelle à l'école, tu sais, on est 20 sur la grille et on met
40 places de pénalité, 45 places, mais c'est ridicule. Mais sincèrement, c'est grotesque. D'ailleurs, ça y est, Ross Brown s'est saisi du problème. Heureusement, mais je rappelle que Brown est employé par Liberty Media, par la FIA. Le règlement sportif, c'est la FIA. Donc, s'il vous plaît, messieurs de la FIA, ouvrez les yeux. Commencez à déjà arrêter de frapper les pilotes. Qu'on frappe les écuries, why not? Et puis, moi, j'en reviens alors au corollaire de ça. Quelle image de fiabilité ça donne à ces usines à gaz. On veut nous démontrer que l'hybridation c'est formidable, que la Formule 1 est à la pointe du progrès, de la technologie et j'allais dire de l'écologie. Mais c'est le contraire qu'on démontre. Oui, la moitié du plateau est La frappé. moitié du plateau est frappé par des problèmes de fiabilité. On démontre que c'est un panier de gremlins, ce que j'ai toujours dit. Pire, les ingénieurs parfois sont incapables de t'expliquer ce qui ne va pas. On va voir. D'ailleurs, tu sais, les messages radio, tu vas rentrer au stand, tu vas abandonner, mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Voilà. C'est ça. Là aussi, je crois que c'est à peu près unique quand même dans l'histoire de la Formule 1, en tout cas, qu'on arrête préventivement parce qu'on calcule qu'avec le règlement, il vaut mieux changer tel élément avant le prochain Grand Prix, puisqu'on sait de toute façon qu'on va déjà prendre des pénalités. Enfin, c'est sordide, c'est incompréhensible. Et moi, ce que je crains, et peut-être on va refermer le chapitre parce que c'est pas intéressant de parler de ça, c'est que le titre se joue là-dessus. C'est-à-dire que dans les derniers Grands Prix, puisqu'on avance maintenant on passe dans le dernier tiers de la saison, il y a eu 13 Grands Prix sur 20, eh bien, la fiabilité, elle va malheureusement impacter aussi Ferrari et Mercedes, tôt ou tard, et l'un des prétendants au titre, tu vois ce que je veux dire, peut très bien perdre le titre parce qu'il va avoir un problème mécanique, et donc on va le reculer de 42 places sur la grille. Voilà, bon, j'ai fini. Ce règlement est stupide, il faut le modifier instantanément. Voilà. Bon, c'est dit. Je te propose d'aller quand même tout de suite dans l'analyse du Grand Prix, et je vais aller directement à la fin. M'en veux pas parce que j'ai pas eu le sentiment que c'était le Grand Prix le plus passionnant du siècle. On sait que Monza parfois c'est très court, il y a qu'un arrêt au stand. Des fois c'est un peu simple finalement. Bon, on va détailler, mais quand même, je vais aller directement au chiffre du jour, Jean-Luc. 36 317, 36 secondes 317 millièmes. L'écart donc à l'arrivée entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. On comprend pas. Là, il y a une semaine, ils se battaient à une seconde, pas plus d'écart à Spa. Et là, il y a 36 secondes d'écart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deux explications, si tu veux bien. La première, j'ai l'impression que Ferrari a un peu cafouillé au niveau des réglages et que les essais libres qui ont été très perturbés, puisque vous le savez, la troisième séance d'essais libres n'a pratiquement pas eu lieu pour des raisons également atmosphériques. Tu vas me dire, ça a frappé tout le monde, certes, mais comme toujours dans la vie, il y a des gens qui s'en tirent mieux et des gens qui s'en tirent moins bien. Manifestement, Ferrari s'en est moins bien tiré en qualif déjà, donc sous la pluie, et après, on n'a pas optimisé les réglages. Premier point. Deuxième point, probablement, on a été excellent chez Mercedes parce qu'il faut les deux, d'où le gap. Troisième point, on part de loin du côté de Vettel. Donc on doit remonter, on doit malgré tout dépasser des adversaires. Et puis quatrième point, et nous l'avons appris après, Vettel avait un problème sur sa voiture. Un problème, il n'était pas en confiance au niveau des freinages. Or des gros freinages, il y en a plein à Monza, à très haute vitesse. Il n'était pas bien. Est-ce qu'il a tapé un vibreur? Est-ce que... Je ne sais pas. Lui non plus ne sait pas. En tout cas, il a déclaré après la course qu'il n'était pas en confiance avec sa voiture. Donc finalement, il a assuré ce qu'il devait assurer. Et puis pas plus. Il a fait un podium et encore de ça vitesse. sauve les apparences. Il avait même une bonne figure, on va dire. Peut-être qu'il se contentait d'avoir... Mais c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec important pour Ferrari. Moi, ce qui m'a étonné, c'est de ne pas le voir plus faire la gueule. Et non, alors, parce qu'il y a une raison. Tu vois, la raison majeure, c'est ça. Il a eu un problème sur sa voiture, dont on ignore la teneur, on le saura peut-être un peu plus tard ou pas. Mais il y avait un problème sur sa voiture qui était anormal. Donc, je pense qu'il n'a pas perdu confiance dans sa voiture. Et je pense qu'il va la retrouver lors du prochain Grand Prix à Singapour. Oui, là, ça devrait être plus favorable peut-être. Exactement, a priori, et Mercedes l'a déjà annoncé, c'est pas juste pour jouer, mais il y a quand même des tracés pour ces histoires d'empattement, c'est bien, et de caractéristiques de la voiture où Ferrari sera mieux, et moi j'espère, pour le sport, encore une fois, que Ferrari sera mieux à Singapour. Voilà. On se souvient d'ailleurs même que, outre le fait que Ferrari soit mieux à Singapour, Mercedes n'a pas toujours été bien à Singapour. Même il y a 2 ans, tu te souviens, c'était catastrophique. Exactement, c'était une cata. Alors, conséquence de tout ça, tu vas m'en parler bien sûr, et c'est Hamilton qui prend la tête du championnat. Et voilà. Mais non, j'avais pas du tout t'en parler en fait. Je m'en vais. Alors oui, pour la première fois de la saison, Hamilton est en tête. Et pour la première fois, on a enchaîné 2 victoires de suite pour un pilote. Donc un des 2 prétendants majeurs, on l'a compris. Bon, c'est décisif, c'est pas encore décisif, c'est trop peu, faut attendre Singapour justement. Toujours pareil, les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Et évidemment que Lewis, qui irradiait, là c'est le cas de le dire, il marchait sur l'eau. Lewis, il fait une pole formidable, qu'on ne peut qu'admirer, on vient de le faire. Il remporte une victoire, et là aussi, pareil, 59e victoire en Grand Prix. Bon, là, il est tout seul au 2e rang, et il remonte petit à petit sur Schumacher. Je pense qu'il faudra encore du temps, 91, donc c'est un sommet, je ne vais pas dire inaccessible avec Hamilton, mais ça dépend du temps qu'il
il continuera à rouler, voilà, tout simplement, et de la voiture dont il disposera. Je ne suis pas en train de dire qu'il écrase tout, hein, mais bon, surtout en ce moment. Mais bon, quand même, donc c'est évident que là, il a pris la tête du... Il vaut mieux avoir 3 points d'avance que 3 points de retard, et maintenant la balle est dans le camp de Ferrari pour réagir. Oui, c'est un tournant du championnat quand même. Bah oui, ouais, on est d'accord. Allez, on va passer en revue les autres pilotes et les autres performances, le tableau d'honneur comme on dit d'habitude. Bah moi je dis Daniel Ricciardo encore une fois formidable, parce que finir 4e alors qu'on est parti loin, qu'il n'a pas réussi en plus le meilleur des départs. Hein. C'est Verstappen qui nous fait un super départ, mais on va en parler après. Mais Ricciardo finalement, il y est parvenu à revenir au port du podium. Écoute, il y a des pilotes comme ça qui sont étonnants. Alors bon là aussi, il faut relativiser. On dit toujours il est dominé par Verstappen aux essais. Oui, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Il marque le pas. Alors, ça dépend des circuits. Parfois il prend oui 5 dixièmes, ce qui est énorme. Parfois il prend 1 ou 2 dixièmes. Il est moins véloce, mais alors en course, mais il est formidable. Là aussi, il y a rien à dire quoi. La constance, là 144 points quand même. Là aussi, il est devant Raikkonen. Je veux dire avec la voiture qu'il a, c'est un exploit personnel. Le Grand Prix remporté par Red Bull, c'est lui qui le remporte. Alors, je vais pas taper sur la tête de Verstappen. Encore une fois, il y a plein de raisons techniques. Il s'accroche en plus. Il est un peu plus brouillon. Puis moins il est bon, plus il est brouillon. Parce que bon, non, mais Ricardo, très solide, vraiment. Il nous fait un dépassement là fabuleux, premier virage. Génial. Écoute, c'est un pilote de course et il faut l'attendre. Voilà. Là, moi non plus, j'y croyais pas, mais il termine aux portes du podium et pas loin, avec une remontée super, une stratégie différente. C'est génial. Voilà. Bon, Raikkonen est 5. Raikkonen est un peu à son niveau parce que Ferrari donc a été battu et Raikkonen est derrière Vettel. C'est le bon deuxième couteau, je suis désolé de le dire, mais là aussi, s'il y avait un moment où il fallait un peu sortir le grand jeu avec une Ferrari, c'était un Monza. Oui, voilà. Alors, j'ai envie de remettre ensemble Ocon et Stroll, qui terminent 6 et 7. Alors, est-ce qu'on n'est pas finalement un petit peu déçu quand même au bout du compte? Un peu. Un peu, mais je crois que ce qui est bien dans leur cas, les deux, c'est qu'ils n'ont pas commis d'erreur. Et là, c'est pareil. Avec une pression telle, t'imagines, je ne sais pas si les deux ont beaucoup dormi dans la nuit du samedi au dimanche, mais Stroll qui part à côté d'Hamilton, c'est incroyable. À Monza, lui sur lequel tout le monde tapait en début de saison. Ça y est, il faut arrêter de taper sur la tête de Stroll. Là, moi, je crois que rien que sur ce Grand Prix, il a démontré que il a peut-être beaucoup de talent. Attends, si la saison s'arrêtait là et qu'on dise il a fait un podium et une première ligne, moi j'ai envie de dire c'est fini, il faut respect. 24 points, il a marqué autant de points que Grosjean. Hein. Je suis désolé. Quels sont les rookies qui font podium et première ligne dans une première année? Et Massa qui est quand même une vraie référence, 31 points, c'est pareil. Non, je suis désolé. Là, il vient de démontrer en quelques grands prix, en tout cas depuis son podium, il avait du talent. Il n'était pas là que pour l'argent. Je crois qu'il faut arrêter de le dire ça maintenant. Il est là aussi pour son talent. Alors il est encore très jeune, et là il n'a pas commis d'erreur, et il y avait toutes les raisons de les commettre, au premier freinage, au deuxième, au troisième et au 82e. Donc il l'a pas fait, et puis maintenant parlons d'Ocon, on a compris, encore une fois au bout de 4-5 tours, qu'effectivement la mécanique, sa Force India lui permet, et lui aussi, pas d'erreur. Il aurait pu tenter le diable en disant non, je veux absolument, non, il a glissé dans le classement, il n'y avait pas autre chose à faire, il termine encore, 22e Grand Prix terminé, c'est génial, et il est pratiquement au niveau de Pérez, il a aussi 55 points contre 58 pour Pérez, tu vois, on les retrouve dos à dos. Il fait un magnifique Grand Prix et il démontre que le jour où il a le matériel, on peut s'attendre au pire. On est bien d'accord. Juste parenthèse, une semaine après le clash de Spa et les déclarations incendiaires et cette polémique entre Pérez et Ocon, on a renormalisé un petit peu tout ça. Oui, on a entendu des discours très corporate de la part des deux. Bon, on les a réunis, on leur a tapé sur les doigts, plus sur évidemment Pérez que sur Ocon, en leur disant bon les gars, maintenant pour l'équipe, et c'est vrai, on a raison chez Force India, il faut maintenir cette 4e place, il faut arrêter de perdre bêtement des points. Et alors le bruit qui courait, c'est vous avez le droit de vous dépasser dans le premier tour, après c'est figé. Bon, je crois que c'est exagéré, surtout là on a dû leur dire le prochain qui fait une connerie, on le met à pied au moins un Grand Prix, et là donc ça les a calmés, mais encore une fois la balle était surtout dans le camp de Pérez et pas beaucoup dans le camp d'Esteban, même s'il en fait une en Azerbaïdjan, je veux dire, on peut le dire, on l'a dit, il le sait, il le sait, on oublie ça, mais après Pérez en a fait des beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses. Donc voilà, maintenant, je pense que la balance, elle va dans le sens d'Esteban, encore une fois. Et moi, j'espère que les circonstances feront qu'il héritera d'un très bon baquet dans une des 3 équipes de pointe. Voilà ce qu'on peut dire, parce qu'il est dans la 4e. Donc pour monter, il faut aller dans une des 3 devant. Ou alors, on parle de Renault. Oui, c'est ça, je le remets sur la table. Où il n'y a pas beaucoup de bruit, parce que je crois qu'on est un petit peu empêtré aussi, puis on est empêtré dans les négos, si tu veux qu'on en dise un mot, des moteurs, tu sais, les moteurs McLaren. McLaren, McLaren, Toro Rosso, alors là le paradoxe, c'est qu'une équipe comme McLaren est tributaire de Toro Rosso. Soit Toro Rosso va signer avec Honda dans des conditions favorables, on imagine bien ce que ça veut dire, des conditions très favorables,
quitter donc le moteur Renault, qui dans ce cas-là reviendrait à McLaren. Oui. Parce que Renault l'a dit, ils ne fourniront pas 4 équipes en On est Formule 1, d'accord. que 3. Donc voilà, donc McLaren est dépendante de Toro Rosso. T'imagines, Oui. on aurait dit ça il y a 2 ans, personne ne l'aurait cru. Mais c'est même à double niveau, Jean-Luc, parce que Kiat s'est fendu d'une déclaration en disant les McLaren étaient mieux que nous ce week-end, que les Toro Rosso, avec leur fameux moteur Honda qui, soi-disant, n'est pas bon. Alors, finalement, il est pas. Enfin, là, c'était pas si mal non plus. Écoute, après, oui, comme tu sais, c'est question de réglage, Ouais, question c'est ça. de réglage aéro, de définition aéro. Mais les McLaren n'étaient pas mal. Hein. Bon, c'est pareil, les deux qui se retirent aussi avant la fin. Enfin, Oui, c'est une ça. calamité, c'est une catastrophe. Bon. Bon, en tout cas, Hülkenberg 13, là, pour revenir à Renault, c'est un petit coup d'arrêt par rapport à une série qui était pas mal ces derniers temps. Palmer a abandonné vite. Écoute, je te dis, je leur tape pas sur la tête non plus, mais quand on a prétendu, on a essayé de nous faire croire qu'on était la 4e équipe du plateau à Spa, moi j'ai dit tout de suite, non, c'est pas vrai, la 4e équipe du plateau, c'est de loin Force India, et puis c'est dans la constance, il va falloir le démontrer. Or, au classement constructeur, on est encore très très loin, donc on est loin des objectifs affichés, qui étaient pourtant très modestes, hein, qui étaient la 5e place de mémoire. Moi j'avais même dit, non, c'est la 4e qu'il faut décrocher. Donc là aussi, ça pèse dans les négos. Et j'en reviens à Alonso qui devait se décider en septembre. Ouais. Donc là, je ne vois pas. Et là, je peux te dire qu'on est très très mal chez McLaren parce qu'on est tributaire de tout. On attend de savoir. C'est ou Honda, ou on ne sait pas quoi. Ou peut-être Renault si Honda signe avec Toro Rosso. Et du coup, Alonso aussi, on ne sait pas. Enfin, non, on ne sait pas. Mais je pense que lui, il va se déterminer rapidement, hein, parce qu'Alonso, c'est quand même pas un guignol. Il ne va pas attendre comme ça gentiment en disant, oui, moi, ça dépend des tractations de Toro Rosso avec Renault. C'est bon. À un moment, il va dire, écoutez les gars, vous avez un truc à me proposer, une voiture qui fonctionne, qui peut gagner ou pas. Moi, je choisis. Et on le connaît, il a des coronesses, Alonso, il fera un choix. Puis comme il s'est spécialisé maintenant, je l'avais dit la dernière fois dans les déclarations caustico incendiaires à la radio. Bon là, il a focalisé sur ce Grand Prix, t'as vu, sur son duel avec Palmer. Ouais. Palmer qui l'a doublé en court-circuitant, il n'a pas rendu la place. Là, Alonso n'a pas arrêté d'en parler. Le pauvre, il faut bien qu'il se focalise. Oui, c'est vrai que ça fait un peu ça. Parce que là, encore une fois, voilà, si malheureusement sa carrière en Formule 1 se terminait là, et ça n'est pas impossible, quel gâchis. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, il y a une partie de sa part, hein, il a joué à contre-temps, entre guillemets. Malheureusement, il n'a pas été chez Ferrari, par exemple, au bon moment. Est-ce qu'on peut lui reprocher à lui? Non, mais il aurait dû avoir le titre en 2010. Là, il y a une vraie erreur, mais qui est autant, enfin même plus Ferrari, la mauvaise gestion d'Abu Dhabi. Là, absolument. Bon, on ne va pas épiloguer et refaire la carrière d'Alonso, qui n'a pas terminé. J'espère qu'il va rester, évidemment. Bon, attends, qu'est-ce que je voulais te demander comme dernière question? Ah oui, c'était le petit accrochage à un moment donné entre Verstappen et Magnussen. Oui. Ou Verstappen, qu'on retrouvait là, le Verstappen de l'an dernier, un peu dur, un peu nerveux, mais qui fait un coup méchant à Magnussen, mais là, on n'a pas pu s'empêcher de sourire un petit peu, parce que Magnussen, ces derniers temps, n'était pas clean non plus. C'est le bad boy. Là, clairement, il en faut un. Dans les 20, il en faut un, c'est lui. Alors, les déclarations à l'emporte-pièce, on s'en souvient, au détriment d'Hülkenberg, enfin, le comportement un peu agressif. Mais écoute, moi, je te dirais, j'aime bien. Tant que c'est pas dangereux et tant que c'est pas... Quand il se décale au tout dernier moment pour empêcher qu'on le double, ça te... Non, c'est pas terrible. On peut pas dire pareil, mais lui aussi, il se débat avec une trapanelle. Enfin, je veux dire, il est pas en mesure de gagner des grands prix. On sait très bien que l'ambition de tous ces gens-là, c'est ça. Oui, effectivement, ils s'arsouillent un petit peu tous les deux. C'est vrai que c'est une bataille d'arrière-garde, j'allais dire. Mais ça fait du bien de voir des pilotes qui en veulent, qui en ont. Alors, oui, c'est pas très bien. C'est le bad boy, je te dis. Bon, il est un peu borderline, mais bon, il y en a eu plein dans le passé. Hein. On va pas commencer à citer tous les noms, mais il y en a eu quelques-uns. Et puis, le public aime bien en général, parce qu'au moins, il se passe quelque chose. Voilà. Sinon, tu auras un truc vachement lisse où tout le monde se dirait merci, je suis content d'être 12e, j'ai bien roulé, l'écurie a été formidable. Bon, là, oui. Ouais, non, c'est les deux aspects qu'il faut. Tant que c'est pas dangereux, vraiment dangereux, la manœuvre d'agression, ça va. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a encore pris notre temps pour tout vous dire, hein, mais d'après vos commentaires nombreux, vous vous en plaignez pas et on vous remercie bien sûr de nous suivre. Et je voudrais repréciser une chose parce que je le sais avant de le dire, donc des fois on émet des opinions un peu tranchées, je sais bien que vous allez réagir et c'est normal, c'est le but du jeu. Donc je dirais pas que c'est fait exprès, mais oui, vous avez le droit de ne pas partager la même opinion que la nôtre, que la mienne particulièrement. Ce serait un peu triste si tout le monde pensait la même chose et que tu disais tout ce que je demande, c'est pareil, s'il vous plaît, on est entre gens bien, je demande pas d'insultes, pas de machin, pas de trucs sordides, pensez ce que vous voulez, dites-le, étayez-le, démontrez-le. C'est justement, on est un peu dans la polémique, pas gratuite, mais bon, on essaie. Dans le débat, dans l'échange d'idées. Alors parfois, comme une discussion, ça peut être passionné, comme vous le faites avec vos copains, mais bon, essayez de monter au-dessus du net, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les insultes de ragots et les trucs de bas étage, c'est pas pour nous, on mérite mieux que ça, tous ensemble. Voilà. Bon, merci pour tout cela, Jean-Luc, merci d'être venu
plaisir. pour l'après-Monza et on se retrouvera pour l'après-Singapour. Tout à fait. Qui, j'ai l'impression, va être pas Ouais. mal. Hein. Ah, Là, bah j'avoue que oui. je l'attends avec impatience, ce Grand Prix de Singapour. Ah ouais, hein. ouais. Le cadre, bon, c'est devenu un classique très vite. Mm. C'est pas toujours un déroulement fabuleux, mais Non. il se passe toujours quelque chose et puis ça sort de l'ordinaire. L'ambiance est Ouais, ouais, différente ouais, et puis on l'a dit, les qualités des monoplaces et des pilotes. Ouais, ouais, donc ouais. oui, Ouais, et puis on espère que Ferrari prend un ouais, petit peu c'est de ça, tout poil de à la fait. bête. Voilà. Bon, allez, on vous laisse là, mais on vous remercie beaucoup et puis on vous dit donc à très bientôt. Merci Jean-Luc, salut. Salut LFB, salut à tous.